Aujourd'hui, le filmographe est consacré à Paris, capitale de la mode, sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Alors aujourd'hui, dans le filmographe de Séance Radio, ça va défiler. Oui, ça va défiler. Parce que le succès d'Yves Saint-Laurent, de Jalil Lesper, avec un formidable Pierre Ninet dans le rôle du génial et tourmenté créateur, et un très bon Guillaume Gallienne dans le rôle de Pierre Berger, eh bien ça nous donne l'occasion de nous souvenir que Paris, capitale de la mode, a inspiré de nombreux films. On sait qu'un autre biopic est en préparation sur Yves Saint-Laurent. Il faut aussi se souvenir qu'en 2009, la célèbre couturière Coco Chanel avait été à l'affiche de 2 films, Coco avant Chanel d'Anne Fontaine, où la créatrice était interprétée par Audrey Tautou, et Coco Chanel et Igor Stravinsky de Yann Kounen, avec Anna Mouglalis et Mads Mikkelsen dans les 2 rôles titres. 2009, c'est aussi l'année où un grand créateur de mode, Tom Ford, a réalisé un bon film, Single Man, avec Colin Firth et Julianne Moore, que j'adore. Trois ans avant, en 2006, Le Diable s'habille en Prada de David Frankel a été un succès mondial, avec Meryl Streep et Anne Hathaway dans les premiers rôles. Oui, et avec une bande originale assez originale. L'essentiel de ce film se déroule dans le monde new-yorkais de la mode, mais une petite partie a été tournée à Paris, alors Meryl Streep n'a pas traversé l'Atlantique, mais Anne Hathaway, oui, elle l'a traversé, puisque à la fin du film, on la voit jeter son téléphone dans les fontaines de la place de la Concorde, geste symbolisant le fait qu'elle s'est enfin libérée du métier de reporter de mode qui dévorait sa vie. Nomination aux Oscars, Meryl Streep, et aussi, logique évidemment, Pat Field pour les costumes. Alors 50 ans avant Meryl Streep, une autre star avait tourné dans un film mettant en scène ce monde américain de la mode, c'était Lauren Bacall dans La Femme Modèle. C'était en 1957. C'est une très très bonne comédie de Vincente Minnelli, avec Gregory Peck qui lui interprète pour sa part un journaliste qui est spécialisé dans la boxe et dont les préoccupations sont forcément très éloignées de celles de sa femme, qui est précisément interprétée par Lauren Bacall. Mais alors la scène la plus drôle du film n'a rien à voir avec la couture, puisque c'est celle où Dolores Gray renverse volontairement dans un restaurant une assiette de raviolis sur le pantalon de Gregory Peck après que celui-ci lui ait annoncé son mariage avec une autre femme, en l'occurrence Lauren Bacall. Je sais pas si ça vous est arrivé de vous retrouver dans un restaurant avec des raviolis, avec une assiette de raviolis sur les pantalons, mais en regardant ce film, on voit l'effet que ça produit et franchement, ce n'est pas recommandable. Pas récemment en tout cas. Alors George Wells, qui était le scénariste de cette femme modèle, méritait bien l'Oscar, vu tout le bien que vous en dites. Eh bien il l'a eu, il l'a reçu. Dans un autre genre, on le retrouvera l'année suivante pour le scénario de Traquenard de Nicolas Ray, avec la somptueuse Sitch Harris. Mais, chers auditeurs, revenons à Paris, capitale de la mode. C'est cet univers qui inspire à Jacques Becker un film de 1944, Falbala. Jean-Paul Gaultier a toujours dit que c'est la vision de ce film qui était à l'origine de sa vocation de couturier. Et c'est pour cette raison que le documentaire qui a été réalisé sur lui par Tony Marshall s'appelle Les Falbalas de Jean-Paul Gaultier. Le réalisateur de Falbala, c'est donc Jacques Becker. Il connaissait très bien ce monde car sa mère, qui était anglaise, possédait une maison de couture rue Cambon. C'est-à-dire à 2 pas de chez Coco Chanel. Bien avant Yves Saint-Laurent, le vertige de la création et l'exaltation des sentiments cohabitaient chez les grands couturiers parisiens. Raymond Rouleau interprète Philippe Clarence, un créateur de mode intransigeant, connu pour ses multiples conquêtes féminines. Et donc il a un meilleur ami qui est un soyeux de Lyon, Jean Chevrier, qui va bientôt épouser une charmante jeune femme interprétée par Micheline Prel, qui était d'ailleurs au début d'une carrière de jeune première qui la conduira jusqu'à Hollywood. Oui, d'ailleurs, où elle connaîtra le comédien-réalisateur William Marshall, le père de sa fille, l'a susnommé Tony Marshall, tout s'explique. Voilà, donc dans le film, Clarence, Raymond Rouleau, a donc son meilleur ami, Jean Chevrier, qui va épouser cette charmante Micheline Prel. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à son ami, le Clarence ? Eh bien, il se propose pour réaliser la robe de mariée. Mais évidemment, il va tomber amoureux fou de la fiancée de son ami.
Falbala montre le petit monde qui s'active pour préparer les collections de mode, l'arrière-boutique du chic parisien, et si le film sur Yves Saint-Laurent a pu bénéficier des véritables robes créées par le génial styliste par Yves Saint-Laurent, eh bien celle de Falbala avait été dessinée par Marcel Rochas, qui était l'un des plus grands couturiers de l'époque et dont la maison était sise au 100 rue du Faubourg Saint-Honoré. Exactement à l'angle de la place de Beauvau, c'est-à-dire à 2 pas de l'Élysée. La particularité de Falbala, c'est que son tournage a eu lieu pendant les derniers jours de l'occupation. Et à cette époque, non seulement le jardin des Tuileries, où se déroule la grande scène d'amour, est quasiment désert, mais le grand couturier, comme d'ailleurs sa conquête, Micheline Prel, circule à vélo, dans un Paris pratiquement vide de toute automobile. Même la nourriture était rare, et Raymond Rouleau, qui est surnommé avec quand même un petit peu d'optimisme le Cary Grant français, agaçait toute l'équipe de tournage en se faisant livrer chaque après-midi des toasts avec de la marmelade. Et un jour, le coiffeur de Micheline Prel lui dit « L'électricien a craché dans la marmelade, nous sommes vengés ». Dans la distribution de Falbala, on retrouve aussi Jeanne Fusier-Gire, qui était l'une des grandes femmes de caractère du cinéma français de ce milieu du siècle. Et puis aussi, 8 ans après, Jacques Becker, on s'en souvient, retrouvera le monde de la mode avec le personnage de Jean Servet, ce couturier homosexuel de rue de l'Estrapade face à Anne Vernon, et Daniel Gélin. Falbala est sorti à Paris le 20 juin 1945 et dans Falbala, Micheline Prel chantonne. Micheline Prel face à Raymond Rouleau, c'était dans Falbala en 1945. Vous écoutez le Filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui, Antoine Cyr nous promène dans les ateliers parisiens de la haute couture. En 1949, le rationnement alimentaire s'éloigne, les voitures reviennent dans Paris, y compris les voitures américaines, et une Buick va être au cœur de l'intrigue de Scandale aux Champs-Élysées, un film policier de Roger Blanc dont les dialogues sont co-signés de Robert Beauvais, qui fut le mari de Ginette Garcin et l'auteur du livre qui inspira les Chinois à Paris, à Jean-Yann et à Gérard Cyr. Papa de notre filmographe maison. Scandale aux Champs-Élysées se déroule autour d'une maison de couture dont le patron, Dominique Hérel, est interprété par Pierre Renoir, donc le frère de Jean, et dont le styliste est incarné par Jacques Fath. Or, Jacques Fath, il n'était pas du tout acteur, mais c'était en revanche l'un des principaux créateurs de mode de la capitale, le petit prince de la mode à l'époque, et c'est naturellement lui qui a dessiné toutes les robes très jolies visibles dans ce film. Et ce sera d'ailleurs sa seule apparition à l'écran, mais on lui doit entre autres les robes de Moira Scherer dans Les Chaussons Rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger, et dans un tout autre genre, les robes de Suzy Delair dans Quai des Orfèvres d'Henri-Georges Clouzot. Les dialogues pleins de bonne humeur potache contribuent à faire de ce polar, un peu désuet, un spectacle agréable. Alors que le mannequin Jacqueline, ex-maîtresse du couturier, vient d'être assassinée devant l'Institut de France, un policier demande à Hérel « Quels étaient vos rapports avec la victime ?» Et celui-ci, feignant de ne pas comprendre le vrai sens de la question, répond « Mais excellent !» Alors, hélas, d'autres crimes seront bientôt commis et un pauvre policier plein d'abnégation se sentira obligé de flirter avec la première couturière avant de parvenir, après moult péripéties, à élucider le mystère. Au générique de Scandale aux Champs-Élysées, on retrouve la très distinguée Françoise Christophe, qui était alors une jeune pensionnaire de la Comédie Française et qui contribuait à la qualité du film. Et puis, il y a la merveilleuse chanson du générique, qui est devenue un véritable classique, Mademoiselle de Paris, chanson de Paul Durand et Henri Contet, interprétée par la grande vedette de l'époque, Jacqueline François, et qu'on retrouve dans la plupart des compilations de grandes chansons sur Paris.
On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite main, et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle semé sur nos chemins. Elle chante un air de son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris. Elle donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lilas. Mademoiselle de Paris, il fait beau, et là-haut, elle va coudre un cœur à son manteau. Mais le cœur d'une enfant de Paris, c'est pareil au bouquet de violettes. On l'attache au corsage un samedi, le dimanche on le perd à la fête. Adieu guinguette, adieu garçon, la voilà seule avec sa peine. Et recommence la semaine, et recommence la chanson. Elle chante un air de son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris. Elle donne un peu de ses 20 ans pour faire une collection de printemps, et seule s'en va rêver sur un banc, Mademoiselle de Paris. 3 petits tours, un bonjour, elle oublie qu'elle a pleuré d'amour. Elle vole à petits pas pressés, elle court vers les Champs-Élysées, donne un peu de son déjeuner aux moineaux des Tuileries. Elle fredonne, elle sourit, et voilà Mademoiselle de Paris. Mademoiselle de Paris, Jacqueline François, la chanson du film Scandale aux Champs-Élysées, c'était en 1949. En 1956, un autre film au ton léger, une comédie sans intrigue policière cette fois, réunit Fernandel et Suzy Delair, Le couturier de ces dames de Jean Boyer. Le 4e des 9 films que Fernandel tournera sous la direction de Jean Boyer. Suzy Delair tient une maison de couture où défilent de splendides mannequins et elle est fort satisfaite que son mari, Fernandel, très incliné vers le beau sexe, soit coupeur chez un tailleur pour hommes où les tentations sont, pour lui, plus limitées. Malheureusement pour la pétulante Suzy, Fernandel se fâche avec son employeur et hérite presque simultanément d'une participation majoritaire dans une maison de couture un peu flageolante. Il va s'y retrouver associé avec 2 affairistes qui, eux, parient sur l'échec de l'entreprise pour revendre son bail. Seulement Fernandel, il prend les choses en main, il se lance à corps perdu dans le métier de styliste de la maison de couture, ravi de pouvoir en profiter pour faire la cour à de belles femmes. Il succombe au charme de son premier mannequin, interprété ni plus ni moins par une Françoise Fabian, alors en tout début de carrière. Sans s'en rendre compte, Fernand éveille la jalousie de son épouse, qui ne songe qu'à se venger. En découvrant le poteau rose, elle trouble la présentation de la collection, improvise un striptease qui remporte un franc succès, mais à force de vouloir se venger, les 2 époux finiront par se tomber dans les bras l'un de l'autre. Après Marcel Rochas et Jacques Fath, c'est cette fois Pierre Cardin qui crée les robes vues dans Le couturier de ces dames. Destiné à capitaliser sur le succès commercial, à défaut d'être artistique, obtenu 4 ans plus tôt par Fernandel dans Coiffeur pour dames, cette comédie, vue aujourd'hui, semble nettement plus démodée que Scandale et Champs-Élysées, aux ambitions pourtant modestes. Heureusement, la jolie musique de Paul Misraki permet au couturier de ces dames d'échapper un tout petit peu à cette médiocrité.
quelques notes signées Paul Misraki, le générique du Couturier de ces dames avec Fernandel et Suzy Delair, dont la maman était couturière et qui fut elle-même un temps apprentie chez la modiste Suzanne Talbot, qui avait sa boutique avenue Matignon, à Paris bien sûr. Paris, capitale de la mode, c'est le thème du filmographe. Aujourd'hui sur Séance Radio, on retrouve tout de suite Antoine Cyr et nous sommes en 1957. En 1957, Paris, capitale de la mode, va se retrouver au cœur d'un film autrement ambitieux et réussi. Drôle de frimousse de Stanley Donen. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une petite libraire de Greenwich Village qui devient mannequin vedette à Paris et qui est incarnée par Audrey Hepburn, absolument magique, en robe de Givenchy. Ce sont aussi 1000 talents de l'Amérique, Stanley Donen le réalisateur, Fred Astaire le danseur, chanteur et comédien, Eugène Loring le chorégraphe, Richard Avedon le photographe, George Gershwin dont les chansons sont abondamment utilisées et aussi le Technicolor qui sont réunis pour faire du vrai Paris un grand décor de comédie musicale. Souvenons-nous qu'un Américain à Paris en 51 avait été au contraire entièrement tourné à Hollywood. Dans Drôle de frimousse, tourné dans ce vrai Paris, cohabitent deux Paris qui sont eux des Paris rêvés. Celui de Fred Astaire qui ne jure que par le champagne, les parfums, les flirts à gogo, et celui d'Audrey Hepburn qui est arrivé à Paris en ne rêvant que de conférences sur l'empathiqualisme, un avatar évidemment comique de l'existentialisme. Les monuments sont omniprésents et racontent un temps révolu. Une tour Eiffel sans grillage anti-suicide, une place Vendôme noire de suie, une gare du Nord livrée au train à vapeur, un aérogare d'Orly tout petit. Outre Hepburn et Astaire, s'impose en patronne d'un journal de mode la virevoltante Kay Thompson, qui était une femme surdouée, scénariste, compositrice, chanteuse, danseuse, auteure de livres pour enfants, qui ne tourna qu'un seul grand rôle au cinéma, car elle trouvait le travail au cinéma trop lent. Et puis alors, dans ce film, on trouve aussi l'acteur français Michel Auclair en professeur d'empathiqualisme, dont l'empathie pour Audrey Hepburn s'avérera dépasser le registre purement intellectuel. À côté de Paris, un autre lieu de tournage crève l'écran, c'est le petit château de la Reine Blanche, à Coy-la-Forêt, près de Chantilly. Nul n'a jamais su pourquoi on appelait justement ce château Château de la Reine Blanche, jusqu'au tournage de Drôle de frimousse, pour lequel Audrey Hepburn, vêtue d'une robe de mariée naturellement toute blanche, est venue illuminer le lieu de sa grâce. Et c'est dans cette robe et avec Fred Astaire qu'elle chante la fameuse chanson d'Ira et George Gershwin, Wonderful. Wonderful, wonderful, marvelous, marvelous, that you should care for me. Soulful nice, soulful nice, paradise, paradise, what I love to see. Wonderful, Audrey Hepburn et Fred Astaire dans les jardins du château de la Reine Blanche, un extrait de Drôle de frimousse pour lequel Hubert de Givenchy, l'ami et le couturier officiel d'Audrey Hepburn, et Edith Head, la grande costumière d'Hollywood, furent l'un et l'autre nommés à l'Oscar des meilleurs costumes. Très loin du monde de Stanley Donen et du château de Coy-la-Forêt et même des couturiers parisiens, il faut tout de même signaler en 1964 Six femmes pour l'assassin, un film qui se déroule dans un château qui sert de quartier général à une grande maison de couture. C'est l'œuvre du mythique spécialiste italien du cinéma bis, Mario Bava, et naturellement les jolis top modèles qu'on découvre dans les armoires du château ne sont ni très vivantes ni forcément très habillées. Oui, c'est peut-être la musique du film qu'on entend en ce moment qui est le plus intéressant dans cette production. Elle est signée Carlo Rustichelli, un prolifique et éclectique compositeur italien
bien qu'il avait déjà composé l'année précédente la musique d'un film mythique de Mario Bava, Le Corps et le Fouet, mais qui surtout a souvent travaillé avec Mario Monicelli et encore plus souvent avec Pietro Germi, notamment pour Divorce à l'italienne. Dans un registre nettement plus romantique, La capitale de la mode inspire à nouveau le cinéma américain en 1966 avec Made in Paris, un film de Boris Sagal avec Richard Crenna, Louis Jourdan, Chad Everett et surtout la magnifique Anne Margaret. Elle interprète l'assistante de la responsable des achats d'une chaîne de grands magasins américains et elle est envoyée à Paris pour assister au grand défilé de mode. Elle va surtout vivre des aventures sentimentales entre un créateur de mode qui fut jadis l'amant de sa patronne, le fils de celle-ci qui va faire le voyage spécialement pour la rejoindre et un reporter américain basé à Paris. Inutile de chercher dans ce film une intrigue bien palpitante et encore moins un documentaire sur la capitale de la mode. Il a été réalisé entièrement en studio à Hollywood et les quelques plans de l'aéroport d'Orly ou des avenues de Paris intercalés pour situer l'action sont parfaitement symboliques. Ce que ce film a de plus français outre Louis Jourdan, c'est probablement Marcel Dalio dans un rôle de domestique. Et 6 ans plus tôt, on avait déjà vu ces deux Français d'Hollywood et Maurice Chevalier dans Cancan, le film de Walter Lang avec Frank Sinatra et Shirley MacLaine. Aucun véritable couturier parisien n'a été mis à contribution, mais Helen Rose, la responsable des costumes de la MGM, qui avait jadis dessiné la robe de mariage de Grace Kelly, a pu s'en donner à cœur joie. Mais le véritable bonheur de ce film vient de sa dimension chorégraphico-musicale. D'abord, les talents convoqués pour travailler à la bande originale du film ont quand même pour nom Count Basie, Quincy Jones, Burt Bacharach et Trini Lopez. Et puis, surtout, lorsque Anne Margaret, en petite robe corail à parements dorés, se met à danser un mélange endiablé de jerk et de mambo, ce film jusque-là très plat atteint brusquement des sommets de charme et de séduction. C'est sur cette musique endiablée qu'Anne Margaret affole Louis Jourdan, Richard Crenna et Antoine Cyr, on vient de l'apprendre, dans Made in Paris de Boris Sagal, réalisateur de télévision, dont les rares incursions au cinéma ont pour titre évocateur Le motel du crime, avec Claude Reims quand même, et La stripteaseuse effarouchée avec Elvis Presley, et l'ex-kid de Charlie Chaplin, Jackie Coogan. Après Made in Paris, le cinéma va un peu s'éloigner de la mode parisienne, mais il ne faut pas oublier que dans le très londonien Absolute Beginners, en 86, le film de Julien Temple avec Eddie O'Connell et l'immense David Bowie, le principal personnage féminin, interprété par Patsy Kensit, et portant dans le film le joli nom de Crêpe Suzette, est une ambitieuse créatrice de mode. Et Patsy Kensit avait entamé sa carrière en 74 à l'âge de 10 ans en jouant la fille de Mia Farrow dans Gatsby le magnifique de Jack Clayton avec Robert Redford. Et 21 ans plus tard, elle jouera le rôle de Mia Farrow dans un téléfilm biographique intitulé Amour et trahison, l'histoire de Mia Farrow. Si Made in Paris avait été entièrement tourné en studio, tout Hollywood débarque dans les hauts lieux parisiens de la mode pour le tournage de Prêt-à-porter, un film de Robert Altman en 1994 qui se déroule pendant la Fashion Week, instituée par les couturiers parisiens depuis 1973. Comme souvent dans les films d'Altman, les histoires d'une foule de personnages s'entrecroisent sans forcément de rapport entre elles. Kim Basinger, en reporter de télé hystérique, Julia Roberts, en journaliste qui passe la semaine à faire l'amour avec Tim Robbins dans son hôtel au lieu d'assister aux collections, Forest Whitaker, en créateur de mode déjanté, Rupert Everett, en fils indigne, Lorraine Bacall, en égérie vieillissante. Une ribambelle d'acteurs français et italiens aussi. Anouk Aimée, en créatrice trahie par son fils, Marcello Mastroianni, en vieil amant de Sophia Loren, elle-même épouse de Jean-Pierre Cassel, Jean Rochefort et Michel Blanc, en inspecteur de police, Chiara Mastroianni en journaliste stagiaire. Dans leur propre rôle et présentant de véritables collections, quelques grands mannequins et surtout des créateurs au sommet de leur gloire comme Sonia Rykiel, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Gianfranco Ferré et Thierry Mugler qui explique à une Kim Basinger médusée qu'il crée des vêtements pour trouver le, dixit, coup d'enfer. La pauvre Kim manque aussi de s'étrangler à la fin du film lorsqu'elle découvre la nouvelle collection de la créatrice interprétée par Anouk Aimée. Une tenue on ne peut plus simple et vieille comme le monde,
portés par des mannequins, tous plus somptueux les uns que les autres. À la langue française, on va dire qu'elles sont ces charmantes personnes plus somptueuses les unes que les autres, ce sont des femmes. Nous nous sommes compris. Oui. Invité indésirable du film, les crottes de chiens, rappelant qu'en 1994, Paris restait l'une des seules villes au monde où ce fléau n'avait pas été traité sérieusement. En toile de fond de Prêt-à-Porter figure aussi une enquête policière pour élucider le pseudo-meurtre de Jean-Pierre Cassel et la pseudo-noyade de Marcello Mastroianni qui s'est jeté du pont Alexandre III. Le film sorti dans le monde entier sous le titre Prêt-à-Porter, sauf aux États-Unis, où les distributeurs, craignant que ce titre ne soit pas compris, le firent remplacer par Ready to Wear. L'étrange musique qui accompagne cet étrange défilé dont on parlait à l'instant est signée, comme toutes les musiques de Prêt-à-Porter, Michel Legrand. Évidemment, nous n'avons pas cité dans notre tour d'horizon les innombrables films où de grands créateurs de mode, parisiens ou non, ont été mobilisés pour créer les costumes de ces films très importants de l'histoire du cinéma. Les rapports entre la mode et le cinéma sont innombrables, à commencer par le nombre d'actrices et plus rarement d'acteurs qui se sont fait connaître comme mannequins. Mais les films qui ont pour théâtre l'univers de la mode sont un genre en soi, plein d'un charme souvent documentaire qui aide à mieux comprendre cet univers fascinant. Ils méritaient bien le filmographe que nous venons de leur dédier. Et comment? Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.